Je m'appelle Denise, j'ai 74 ans. Je vivais à Lyon, dans le quartier de Montplaisir. C'est là que j'ai élevé mes 2 garçons. Là que j'ai tenu mon petit commerce de linge de maison pendant 30 ans. Là que j'ai enterré mon mari. Et c'est là, dans le salon où trônait encore la photo de mon mariage, que mon propre fils m'a frappé. Il m'a dit, « Ce n'est plus chez toi ici. Tu dégages. » Je me souviens du goût métallique dans ma bouche. Je me souviens du silence qui a suivi. Ce n'était pas un cri, ce n'était pas une dispute, c'était une sentence. Tout a basculé en quelques minutes. Il m'avait demandé de parler calmement, de ne pas créer de drame devant les enfants. Et moi, dans mon vieux pull tricoté, j'essayais juste de lui dire que j'étais inquiète. Inquiète parce que la dernière fois, j'avais vu ma petite fille rentrer de l'école en pleurant. Inquiète parce qu'on ne me regardait plus dans la maison, que je paraissais invisible, comme un meuble trop vieux qu'on n'ose pas jeter mais qu'on ne veut surtout pas garder. Puis il s'est levé. Il a levé la main. Et il l'a fait. Une gifle. Une seule. Mais c'était pire que 1000 mots. Ma joue a brûlé, mais c'est mon cœur qui s'est déchiré. Je me suis tournée vers ma belle-fille Claire, qui regardait la scène silencieuse. Elle a juste dit, « Tu savais très bien que ça finirait comme ça, Denise. » Je suis restée debout, un peu chancelante. Mon petit-fils Jules jouait à la console dans la pièce d'Alexandra côté. Il n'a rien vu. Ou peut-être que si. Ils ne m'ont même pas aidé à faire ma valise. J'ai pris mon sac, un manteau trop léger, et mon porte-documents dans lequel se trouvait, par un hasard étrange, le contrat de donation-partage signé 10 ans plus tôt. Ce contrat où je cédais, en toute confiance, la nue propriété de ma maison à mon fils aîné, en conservant l'usufruit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je suis sortie. Il pleuvait sur Lyon ce jour-là. Un de ces crachins qui vous glacent les os. J'ai marché sans but précis, les jambes tremblantes, mais l'esprit étrangement clair. J'ai fini sur un banc près de la place Ambroise-Courtois, là où j'allais autrefois promener mes garçons en poussette. Et là, je me suis dit, ce n'est pas la fin. Pas encore. Ce soir-là, j'ai dormi dans un petit hôtel 2 étoiles du 3e arrondissement. Pas de chauffage. Une couverture râpeuse. Mais au moins un toit. Et c'est dans ce lit d'appoint, seul et humilié, le visage encore douloureux, que j'ai commencé à revoir toute ma vie. Mes choix, mes silences, ma confiance. Comment en étais-je arrivé là? Comment le fils que j'avais porté, nourri, bercé avait-il pu me dire, « Ici, ce n'est plus chez toi ?» J'ai passé 3 jours dans cet hôtel sans parler à personne, pas même à la réceptionniste. J'entrais, je sortais, je me cachais. Mon visage portait encore la marque de la gifle, mais ce n'était pas cela qui faisait le plus mal. Non. Ce qui me rongeait de l'intérieur, c'était cette phrase, « Ce n'est plus chez toi ici ». Je me la répétais sans arrêt, comme si mon cerveau devait l'entendre 1000 fois avant d'y croire. Je n'osais appeler personne, pas même mon frère à Saint-Étienne, ni mon amie Elisabeth, à qui j'avais tout raconté dans le passé, sauf ça. J'avais honte. Honte d'avoir tout donné à mon fils, à sa famille. Honte de m'être trompée, honte d'avoir cru qu'en leur cédant ma maison, j'achetais un peu de chaleur pour mes vieux jours. Je me suis surprise à pleurer en silence, en pleine journée, assise sur le bord du lit. Une femme de 74 ans qui pleure comme une enfant. Et je me suis souvenue de ma propre mère. Elle aussi avait été effacée, non par ses enfants, mais par mon père. Il l'appelait « la muette ». Il disait que son silence l'agaçait, mais c'était lui qui l'avait réduite au silence, jour après jour, avec des ordres, des regards glacés, des critiques cachées derrière des plaisanteries. Et moi, enfant, je me disais que jamais je ne vivrais ça. Jamais. Mais la vérité, c'est que j'ai épousé un homme lui aussi silencieux. René n'était pas méchant. Non. Mais il vivait dans son monde, son garage, ses courses de vélo à la télévision. Pendant 37 ans, j'ai vécu avec un homme qui ne m'a jamais dit merci. Jamais dit « je suis fier de toi ». Et j'ai tenu bon, pour les enfants. Et maintenant voilà que mon fils, mon propre sang, m'offrait le même silence, avec plus de violence encore. Je pensais au dimanche matin, quand je préparais les tartines grillées pour toute la famille. Les goûters pour mes petits-enfants, que j'organisais dans mon salon décoré de ballons que je gonflais moi-même. Les nuits passées à tricoter un pull pour Jules, qui me disait « Mamie, tu piques, mais je t'aime quand même ». Tout ça balayé d'un revers de main, d'une gifle. Et dans la solitude glaciale de cette chambre d'hôtel, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas la première fois que je me taisais. Ce n'était pas la première fois que je me faisais petite pour mériter une place dans leur vie. Claire, ma belle-fille,
n'a jamais vraiment voulu de moi dans sa maison. Elle tolérait ma présence comme on tolère un vieux meuble hérité. Elle me parlait comme à une employée, les courses, le linge, les enfants pendant qu'elle sortait respirer. Et moi? Je disais oui. Toujours oui. Pour ne pas déranger, pour ne pas être un poids. Mais la vérité, c'est que je m'étais laissé effacer. Un soir, incapable de dormir, j'ai fouillé dans mon porte-documents. Entre 2 ordonnances et un ancien passeport, j'ai retrouvé un document que j'avais complètement oublié, une copie de l'acte de donation. En relisant les lignes, un détail m'a frappé. Madame Denise Fontaine, donatrice, conserve l'usufruit à vie de la maison 6 au 12, rue des Violettes, Lyon 8e. Je l'ai relu 3 fois. Je n'avais pas cédé tous mes droits. J'avais encore le droit de vivre dans cette maison. J'étais donc chez moi. Légalement, juridiquement, humainement. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement une trahison affective. C'était une spoliation. Un effacement méthodique. Un vol. Et tout à coup, ma douleur s'est transformée en colère froide. Pas une colère destructrice, non, une colère qui éclaire. Une colère qui donne une direction. J'ai fermé le porte-document, rallumé la lumière et écrit sur une feuille blanche, « Je vais récupérer ce qu'on m'a volé. » Pas la maison, mais moi-même. J'ai commencé à revoir mes souvenirs différemment, à les repasser dans ma tête comme on scrute une scène de crime. Et chaque fois, je découvrais des détails que je n'avais pas remarqués, des phrases, des gestes, des silences, lourds de sens. Claire, je n'ai jamais voulu mal penser d'elle. Elle était polie, avenante, même souriante parfois. Mais il y avait cette façon qu'elle avait de tout contrôler. Les menus, même lorsque je cuisinais. Les vêtements de Jules et Louise, mes petits-enfants. Comme si mon avis n'existait pas. Ce que je prenais pour de la fermeté, c'était en réalité de l'appropriation. Elle voulait être la seule femme de la maison. Moi, j'étais l'ombre, la présence gênante. Elle m'avait accepté uniquement parce qu'elle avait besoin de moi pour garder les enfants pendant qu'elle reprenait son travail de graphiste indépendante. Elle ne me disait jamais merci. Elle disait, c'est normal, tu es leur grand-mère. Non. Et moi, je hochais la tête, croyant que me rendre utile me protégerait de l'abandon. Quelle erreur. Et puis il y avait Marc, mon fils. Je croyais qu'il me protégeait, qu'il me défendait, mais non. Il n'a rien fait. Il a juste observé, laissé faire. Je me suis souvenu de cette fois où j'étais tombée dans la cuisine sur une flaque d'eau. Je m'étais cogné la hanche. Claire avait râlé, il va falloir penser à un centre adapté. Maman Denise, on ne peut pas te surveiller tout le temps. Marc n'avait rien dit. Il avait juste haussé les épaules. Ce soir-là, dans mon lit, je m'étais sentie de trop. Mais je n'avais pas réagi. Peur de perdre le peu de place qu'on m'accordait. C'était ça, la vraie manipulation. Pas de cris, pas d'insultes. Juste l'oubli, l'indifférence, l'effacement progressif et le coup de grâce. Quelques jours plus tard, j'ai appelé une ancienne voisine pour qu'elle récupère mon courrier. Et là, elle m'a dit, gênée, tu sais Denise, je ne voulais pas t'alarmer, mais j'ai entendu Claire parler à quelqu'un devant chez vous. Une fois qu'on l'aura placée en résidence, on pourra faire estimer la maison. Elle prend de la valeur en ce moment. J'étais sans voix. Ce n'était pas une décision soudaine. Ce n'était pas une réaction de colère. C'était un plan. Un vrai plan. Ils avaient organisé mon exclusion comme une opération immobilière. Et le jour où j'avais osé exprimer mes inquiétudes, où j'avais osé exister, Marc m'avait giflé. Pas par impulsion, mais parce que j'étais devenu un obstacle. La trahison était profonde, viscérale. Mais je n'ai pas pleuré cette fois. Non. Quelque chose en moi s'est cristallisé. Une sorte de noyau dur que je n'avais pas senti depuis longtemps. J'ai regardé une vieille photo de moi dans le miroir de mon téléphone. Un foulard rouge, sourire aux lèvres, devant mon ancien magasin de linge. J'avais 40 ans. Je tenais debout, seule, fière. Et je me suis dit, tu as traversé pire, Denise. Tu as tenu un commerce seule. Tu as élevé 2 enfants sans jamais baisser les bras. Tu ne vas pas laisser ces 2-là réécrire la fin de ton histoire. Alors, j'ai attrapé mon sac et pris rendez-vous chez Maître Chazelot, une notaire réputée de Lyon, recommandée par Elisabeth. Et quand elle m'a demandé ce que je voulais, j'ai répondu d'une voix ferme, je veux récupérer ma voix et mes droits. La première fois que j'ai franchi le seuil de l'étude de Maître Chazelot, mes mains tremblaient. Pas de peur, non, plutôt de fatigue ou d'émotion. Je n'étais plus qu'une vieille femme blessée, venue raconter un drame familial que personne ne voulait entendre. Mais elle, la notaire, m'a accueillie avec un calme rare, une poigne ferme,
Un regard sans pitié ni condescendance. Elle a écouté mon histoire, du début à la fin, sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, elle a posé son stylo, m'a regardé droit dans les yeux et a dit simplement « Vous avez été trompé, mais pas dépossédé. » Et là, j'ai compris. La différence essentielle, j'avais encore des droits. Je n'ai pas tout saisi tout de suite. Alors elle a ouvert son ordinateur, sorti mon acte de donation, et lu chaque clause à voix haute, ligne par ligne. L'usufruit est conservé par la donatrice jusqu'à son décès ou son départ volontaire. Elle a souligné le mot volontaire. Madame Fontaine, votre départ n'était pas volontaire. Il a été provoqué. Pire, il a été forcé. Et juridiquement, c'est une rupture des conditions de l'accord. J'ai cligné des yeux. Je me suis sentie légitime. Ce mot, légitime, m'a retourné le cœur. Pendant des mois, j'avais cru que c'était moi le problème, que j'étais devenue un poids, une vieille dame envahissante, un meuble qu'on déplace sans ménagement. Mais non, c'était eux. Eux qui avaient décidé, sans me consulter, de me mettre dehors. Eux qui avaient oublié que j'existais encore. À partir de ce moment-là, tout s'est accéléré. Maître Chasselot a lancé une procédure de médiation avec mise en demeure. Elle a contacté leur avocat. Elle a exigé un inventaire précis de toutes les décisions prises dans la maison depuis ma sortie, travaux, dépenses, projets de vente. Et moi, pendant ce temps, j'ai recommencé à écrire, à me rappeler. J'ai listé chaque pièce achetée pour la maison après la donation, le mobilier, les travaux de peinture, la réfection de la cuisine que j'avais payée en cadeau à Claire pour sa première grossesse. J'ai retrouvé des relevés, des preuves. Des montagnes de preuves. Et j'ai noté les humiliations, non pour les plaider, mais pour ne jamais les oublier. Comme ce jour où Claire m'avait interdit d'emmener Jules au cinéma, tu t'endors tout le temps dans les fauteuils. Ou cette fois où elle avait enlevé mes napperons faits main pour les remplacer par des dessous de verre design. Je ne me battais pas pour les napperons, je me battais pour ce qu'ils représentaient. Un soir, alors que je m'apprêtais à dormir, j'ai reçu un SMS de Marc. « Maman, pourquoi tu fais ça? Tu veux vraiment que tout le monde sache ?» Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas hésité. J'ai répondu, « Tout le monde saura. Pas pour te détruire, mais pour que personne d'autre ne subisse ce que j'ai subi. Pas une femme de plus. » Je ne sais pas s'il a lu le message. Il n'a pas répondu. Mais moi, j'ai dormi cette nuit-là d'un sommeil profond. Un sommeil sans colère, sans peur. Parce que j'étais enfin redevenue actrice de ma propre vie. Et le vrai déclic est venu de plus petit que moi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de Jules, mon petit-fils. Claire n'était pas là. « Mamie, c'est vrai que tu n'as pas le droit de revenir. Papa dit que c'est mieux comme ça, mais moi, je veux que tu reviennes. » J'ai eu la gorge nouée. « Jules, tu sais, mamie ne veut pas embêter papa et maman. Tu les embêtes pas, mais moi, j'ai peur qu'un jour j'oublie ton odeur. Tu as toujours senti bon, toi. » Je me suis effondrée. Et à ce moment-là, j'ai su que ce que je faisais, je ne le faisais pas que pour moi. Je le faisais pour lui, pour qu'il n'apprenne jamais que le silence est la seule réponse à l'injustice. Je n'ai pas fait de scandale. Je ne suis pas retournée frapper à leur porte. Je n'ai pas crié dans la rue. Je n'ai pas appelé mes anciens amis pour leur raconter tout ce que Claire et Marc m'avaient fait subir. Non. J'ai choisi une autre voie. Ma voie. Et dans cette voie, il y avait du silence, oui, mais un silence différent. Un silence actif, calculé, puissant. Maître Chasselot a préparé un dossier solide. Pas seulement une mise en demeure, mais une demande de médiation judiciaire avec préservation du fruit abusé. Elle avait un mot pour ça, abus de situation dominante sur personne vulnérable. Moi, je ne me voyais pas comme une personne vulnérable, mais aux yeux de la loi, oui. Une femme âgée, expulsée sans procédure, spoliée de ses droits, écartée de son foyer. C'était suffisant. Pendant ce temps, j'ai commencé à me reconstruire. J'ai rejoint un petit cercle de lecture à la médiathèque. Je suis retournée au marché du mercredi matin, là où la marchande de fromage me reconnaissait encore. « Oh Denise, on ne vous voyait plus. » Je lui répondais avec un demi-sourire. J'étais occupée à revenir. Chaque geste du quotidien devenait une reconquête. Chaque recette que je refaisais, un gratin dauphinois ou une soupe aux lentilles, avait un goût de résistance. Mais surtout, j'ai commencé à écrire. À coucher sur le papier mon histoire, pas seulement pour moi, mais pour toutes ces femmes de mon âge que j'avais croisées dans les couloirs des maisons de retraite, dans les salles d'attente, dans les rangées de bus. Des femmes qui, comme moi, avaient été poussées vers la sortie, sans un bruit.
Mon carnet était devenu mon arme. J'y notais tout, les dates, les détails, les absences, les silences, les humiliations anodines qui, mises bout à bout, formaient une architecture invisible de la maltraitance. Puis est arrivée la lettre. Une grande enveloppe blanche, envoyée par huissier, adressée à Marc, signée de la main de maître Chasselot. Elle exposait clairement, l'usufruit était toujours valable, l'expulsion constituait une rupture d'engagement, et en cas de refus de médiation, une action en justice serait ouverte pour abus de faiblesse et dommages moraux. Je l'ai relue 2 fois. Pas par rancune, mais par fierté. Cette lettre n'était pas une vengeance, c'était la restauration de mon existence. Le soir même, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Maman, c'est moi. C'était Marc. Sa voix tremblait. Je viens de recevoir la lettre, je sais pas quoi dire. Je suis restée silencieuse. Tu veux qu'on se voie, a-t-il ajouté. Je n'ai rien dit un moment, puis j'ai demandé simplement, tu veux me voir en tant que mère ou en tant que propriétaire légal de la maison que tu occupes? Il a soupiré. Les deux, je crois. Alors j'ai répondu, dans ce cas, on se voit, mais pas chez toi, ni chez moi. Chez le notaire. Le rendez-vous fut fixé 1 semaine plus tard. Pour la première fois depuis des mois, je les ai revus, Marc et même Claire. Elle n'avait plus son air supérieur. Son regard fuyait, ses mains crispées sur son sac. Elle n'était plus celle qui commandait. Moi, je suis arrivée droite, en tailleur sobre, le visage calme. Lorsque maître Chasselot a rappelé les faits, les droits et les preuves, personne n'a réagi. Marc s'est levé. On ne savait pas que c'était aussi grave. On pensait, on croyait, que tu voulais être tranquille. Je l'ai regardé et j'ai dit simplement, non, Marc, vous espériez que je disparaisse. Dans ce silence glacial, j'ai senti que je n'étais plus la vieille femme qu'il pensait pouvoir effacer. Le rendez-vous chez la notaire fut bref. Pas de cris, pas de scène, pas de théâtre. Juste des faits, des mots clairs, une restitution. Maître Chasselot proposa 2 options. Une médiation formelle pour rétablir l'usufruit avec reconnaissance des torts. Une action judiciaire avec indemnité, médiatisation possible et atteinte à l'image familiale. Marc accepta immédiatement la médiation. Claire ne dit rien, mais son regard trahissait la peur, la honte et une certaine colère d'avoir été prise à son propre jeu. Je suis sortie de l'étude la tête haute. Ce jour-là, sous le ciel de Lyon, je n'ai pas pris le bus. J'ai marché lentement, longtemps. Parce que c'était ma ville, et surtout parce que c'était mon histoire. 1 semaine plus tard, j'ai reçu un courrier recommandé signé des 2. Il reconnaissait que j'avais été poussée dehors sans respect du droit. Il s'engageait à me verser une indemnité mensuelle jusqu'à mon départ définitif de la maison si je le souhaitais, ou à me restituer mon espace dans des conditions décentes avec intervention d'un tiers neutre. Mais moi, j'avais déjà pris ma décision. Je n'allais pas revenir vivre dans cette maison. Pas parce que je n'en avais pas le droit, mais parce que je n'en avais plus envie. J'avais goûté à la liberté, à la solitude choisie, à l'autonomie retrouvée. Surtout, je voulais rester là où je n'étais pas tolérée par devoir, mais accueillie par respect. C'est ainsi que j'ai commencé une nouvelle vie. J'ai trouvé un appartement modeste au 6e étage d'un immeuble calme du quartier Montchat. Une vue sur les arbres, une lumière douce le matin, et surtout un silence bienveillant, pas celui qu'on m'imposait autrefois, mais celui que je choisissais. Je me suis même réinscrite à un atelier de théâtre pour seniors, moi qui n'avais jamais osé monter sur scène. Aujourd'hui, je lis des monologues devant une dizaine d'anciens, et ils m'applaudissent à chaque fin de séance. Parfois, je croise Claire au marché, elle détourne les yeux. D'autres fois, c'est Marc qui m'appelle. Il est maladroit, laisse ses phrases en suspens, mais il essaie. Un soir, il m'a dit, « Tu sais, j'ai honte, mais je suis content que tu n'aies pas lâché. Je ne l'ai pas fait pour me venger. » J'ai répondu simplement, « Alors pourquoi? Pour que tu ne puisses plus jamais dire, je ne savais pas. » Il est resté silencieux. Puis, Louise aimerait te revoir. Jules aussi pose des questions. Alors je les ai reçus chez moi. Pas dans la maison de la rue des Violettes, mais dans mon chez-moi, le mien. Petit, modeste, vrai. Ils sont arrivés avec des gâteaux, des dessins, des fleurs. Claire n'était pas là, et j'étais soulagée. Je voulais que ce moment n'appartienne qu'à eux et à moi. Jules s'est jeté dans mes bras. Louise m'a tendu un bracelet de perles en plastique. Et moi, j'ai eu les larmes aux yeux. Pas de tristesse, de la renaissance. Je suis assise dans mon fauteuil préféré, une tasse de thé entre les mains. Le soleil filtre doucement à travers les rideaux. Pas un bruit, sinon le chant lointain des oiseaux dans la cour. Je n'ai plus peur du silence.
Je n'en ai plus honte non plus, parce qu'aujourd'hui, le silence m'appartient. Il y a quelques mois encore, je croyais que vieillir signifiait disparaître, que tout ce qu'on avait bâti, sacrifié, donné finirait par être oublié. Mais aujourd'hui, à 74 ans, je sais autre chose, ce n'est pas l'âge qui vous efface, ce sont ceux qui cessent de vous regarder. Et moi, j'ai choisi de redevenir visible. Marc vient me voir 2 fois par semaine. Pas toujours longtemps, mais il vient, il me regarde dans les yeux, il demande des nouvelles, et surtout il n'élève plus jamais la voix. Il parle avec la prudence de celui qui sait qu'il a franchi une ligne. Un jour, il a demandé « Pourquoi tu ne nous as pas poursuivis jusqu'au bout ? Tu aurais pu. » J'ai haussé les épaules, je n'avais pas besoin de les écraser. J'avais juste besoin qu'ils me reconnaissent. Et c'est exactement ce que j'ai obtenu. Claire ne m'a plus jamais contacté. Très bien ainsi. Je n'ai plus d'espace à lui offrir ni dans ma maison ni dans ma tête. Je continue le théâtre. J'ai même écrit une petite pièce inspirée de mon histoire. Nous l'avons jouée entre résidents de la médiathèque, et à la fin, une dame m'a pris la main, les larmes aux yeux. Merci. C'est aussi mon histoire, mais je ne savais pas comment la raconter. Alors, je me suis dit, peut-être que ce que j'ai vécu ne sera pas vain. Peut-être qu'à travers mon histoire, d'autres femmes reprendront leur souffle. Aujourd'hui, je vis simplement, mais librement. Je choisis qui je vois, ce que je cuisine, ce que je garde, ce que je jette. Je n'ai plus grand-chose à prouver, mais j'ai beaucoup à transmettre. Et si un jour mes petits-enfants me demandent « Mamie, pourquoi tu es partie ?» Je leur dirai « Parce qu'on m'avait oublié, mais j'ai refusé de m'oublier moi-même. » Et c'est ça, le vrai courage, se souvenir de soi, même quand personne d'autre ne le fait. Si mon histoire vous a touché, si vous aussi vous avez été effacé, laissez un commentaire, je refuse de disparaître. Abonnez-vous à Histoire vraie de grand-mère, parce qu'aucune femme ne devrait vieillir dans le silence. M.